Dans cet épisode intitulé Prévoir l'imprévisible, vous allez être témoin de 3 récits s'achevant sur d'extravagantes surprises. Certaines heureuses, d'autres pas du tout. D'abord, vous verrez comment l'invraisemblable amitié entre Ed Robinson et une poule se termine sur un coup de foudre. Puis vous suivrez le reporter Juan Pérez dans sa découverte du mystère le plus renversant du Mexique. Enfin, vous saurez comment James Sanborn a été enlevé après un placement financier qui a mal tourné. Suivez attentivement ces 3 histoires et devinez lesquelles sont vraies. Vous découvrirez à la fin de l'épisode si votre intuition était la bonne. Commençons par un récit que nous avons appelé « Une poulette du tonnerre ». Kim Robinson, qui vit à la campagne, est une femme courageuse qui ne rechigne pas au labeur. Un tempérament qu'elle tient de son grand-père, Ed. Il faisait tout comme une tornade. Je ne sais même pas s'il prenait une seconde pour se reposer. Il fallait tout le temps que ça bouge. Mais Kim se rappelle d'Ed surtout pour une chose. Tuck Tuck, son animal de compagnie. Mon grand-père adorait cette poule. Et elle l'aimait plus que tout. Tuck Tuck est plus qu'une simple amie. C'est une poule miraculeuse qui va mener Ed à travers un périple défiant la science et la raison. Ces histoires ne trouvent pas d'explication. Comment une telle chose a-t-elle pu arriver? Tout commence en 1970, à une époque où Ed est loin de s'intéresser à la volaille. Il est chauffeur routier et se concentre sur son trajet. Mais une nuit, il est victime d'un grave accident. Une voiture a fait une embardée devant lui. En voulant l'éviter, il a couché sa remorque en travers de la route. Et sa tête a frappé violemment contre le pare-brise. Il s'est fait les côtes et a été blessé à la poitrine. Des automobilistes se précipitent et l'emmènent à l'hôpital. Son cœur bat. Tant mieux. Sa femme le soigne, mais elle réalise bientôt que les blessures d'Ed sont pires qu'on ne pensait. Une nuit, il s'est réveillé. Il avait une commotion cérébrale et il se plaignait d'avoir comme une ceinture très serrée autour de la tête, avec une très forte douleur. Il entendait mal et sa vue a commencé à décliner. En 1 an, Ed devient aveugle et presque complètement sourd. Les médecins ne peuvent rien faire. Au début, ça a été très dur pour lui. L'état de santé de Ed échappe à tous les soins existants, mais pas au pouvoir surnaturel d'une poule au demeurant banale. Mon grand-père a commencé à s'occuper des animaux abandonnés qu'on recueillait dans le jardin. Des écureuils, des ratons laveurs. Un jour, près de chez nous, un camion transportant de la volaille s'est couché sur la route et une poule en est tombée. Elle était salement amochée et mon grand-père s'est occupé d'elle après l'avoir baptisée Tuck Tuck. Ed et Tuck Tuck ont pas mal de choses en commun. Il avait entendu cette poule tomber du camion. Et comme il avait été handicapé par un accident identique, je pense que ça les a rapprochés. Mais bientôt, Tuck Tuck va offrir à Ed quelque chose d'encore plus précieux que l'amitié. Tout commence par un orage, un après-midi. Il s'est mis à pleuvoir, avec de violents éclairs. Mon grand-père est sorti et il a appelé sa poule. Il était là, dehors, à crier « Tuck Tuck, Tuck Tuck !» Malgré la pluie battante, Ed refuse de rentrer dans la maison tant qu'il n'est pas sûr que Tuck Tuck est à l'abri. Il était près de l'arbre, quand tout à coup, boum! Un éclair a frappé l'arbre, a rebondi dessus et l'a atteint. En rentrant, sa femme trouve son mari foudroyé mais vivant. Chose incroyable, Ed a survécu à sa 2e expérience de mort imminente. Mais pendant qu'il se remet, une chose extraordinaire se produit. Dieu ne peut pas être partout. C'est pourquoi il a créé les grands-parents. La femme d'Ed n'arrive pas à croire qu'il a lu la plaque.
Elle se dit qu'il a mémorisé la phrase et qu'il lui fait une farce. Ma grand-mère savait qu'il connaissait par cœur cette citation. Alors pour elle, ça ne prouvait rien. Mais la chose suivante qu'Ed lui dit la stupéfie. Ensuite, il se met à lui parler de sa jolie robe bleue. J'ai toujours aimé cette robe bleue. Là, ma grand-mère s'est dit... Mais comment est-ce qu'il sait ça? Elle n'arrivait pas à y croire. Tu arrives à voir, Ed? Tu vois à nouveau? Ed a retrouvé la vue. Tout cela parce que Tuk Tuk l'a attiré vers un éclair foudroyant qui a débloqué quelque chose. Et ce n'est pas tout. Ce soir-là, il était si occupé qu'il ne s'est même pas aperçu qu'il n'avait plus sa prothèse auditive. Elle était tombée dans le jardin. Ed voit à nouveau et il entend parfaitement. C'est un miracle. Mais il n'est pas au bout de ses surprises. Je suis née l'année où mon grand-père a perdu la vue et l'ouïe. Pendant 9 ans, il ne nous a pas vus, ni moi ni ma sœur. Grâce à Tuk Tuk, Ed découvre pour la première fois ses 2 petites filles. Un homme rendu sourd et aveugle par un accident de camion sauve une poule d'un drame semblable. L'animal le récompense de sa bienveillance en lui rendant l'ouïe et la vue. Cette histoire est-elle vraie ou simplement abracadabrante? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Mais avant, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 865. Les morts n'encaissent pas de chèque. Quand Virgilio Cintron meurt dans son appartement de Manhattan, ses amis décident de transformer son cadavre en une mine d'or en encaissant sa dernière allocation retraite. Ils l'assoient dans un fauteuil de bureau et le poussent jusqu'à la banque. Quand le guichetier demande à voir le propriétaire du chèque, ils expliquent qu'il est dehors. Entre-temps, une foule s'est amassée. Les flics débarquent et découvrent le poteau rose. Est-ce vrai ou faux? C'est... vrai. Les fraudes aux prestations sociales sont fréquentes, mais vous conviendrez que cette tentative était particulièrement stupide. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires surprenantes. À vous de différencier la vérité vraie des inventions délirantes. Jusqu'ici, vous avez entendu le récit d'Ed Robinson, qui a recouvré l'ouïe et la vue grâce à une poule. Est-ce vrai ou faux? Vous le saurez à la fin de l'épisode. Voici une autre histoire. Nous l'avons appelée « La course au tueur ». Le journaliste mexicain Juan Pérez passe son temps à traquer les scoops spectaculaires. Mais il va être embarqué dans une découverte stupéfiante. En 2006, la ville de Saltillo, au Mexique, se retrouve prise au cœur d'une vague de crimes sans précédent. Ce n'était pas sûr de traîner dans les rues. Il fallait se protéger, essayer de ne pas rester dehors trop tard, faire attention à ses enfants. Les enquêtes criminelles font la une des télés. Une affaire percutante peut faire décoller une carrière. Mais nul n'arrive à détrôner un reporter. Gabriel Martinez, la star absolue du journalisme d'investigation. Martinez, c'était le journaliste vedette qui vous décrochait l'exclusivité avant tous ses confrères. Souvent, même avant la police. Toute la ville suit son grand show télévisé, Crime Time, l'heure du crime. Les jeunes journalistes comme Juan n'ont qu'à bien se tenir. Mon patron était constamment après moi, au point que je n'endormais plus la nuit. Pendant que Juan se démène pour saisir un scoop, Martinez a un autre tour dans son sac. Il est si populaire qu'il décide de se présenter aux élections municipales. Grâce à son émission, il a prouvé qu'il était idéalement placé en matière de lutte contre le crime et que la ville avait besoin d'un maire intraitable, sinon elle finirait anéantie par la criminalité. Martinez remporte les élections haut la main. Il est plus puissant que jamais et Juan n'arrive toujours pas à décrocher une exclusivité. Son patron en a assez. C'en était trop, il me hurlait dessus. Il me disait que si je ne trouvais pas de sujet brûlant, j'allais me faire virer. Juan ne comprend pas comment Martinez fait pour le doubler sur chaque scène de crime et il devient méfiant à son égard.
Les 2 premières fois, je me suis dit, tant mieux, il est doué. Mais ça arrivait trop souvent. Alors j'ai commencé à penser qu'il y avait peut-être davantage que des coïncidences. Juan embauche des indicateurs pour qu'il file son adversaire. Tu connais Gabriel Martinez? Oui. Dis-moi tout ce qu'il fait. S'il pète, je veux savoir ce que ça sent. Merci. Ça n'a pas marché. Les indiques sont souvent des criminels. Ils vous piquent votre argent et vont se vendre dans le camp adverse. En désespoir de cause, Juan prend une dangereuse décision. Suis Martinez. Il va espionner Martinez. On va se le faire nous-mêmes, ce Martinez. Après avoir dépensé ses derniers pesos dans un système d'écoute, Juan fixe l'appareil sous la camionnette de l'émission Crime Time et il patiente. Après 3 jours de planque, il obtient ce qu'il cherchait. L'équipe charge le matériel, elle est pressée. Il y a eu du mouvement. Tout à coup, son équipe s'est activée. C'était le moment de la suivre. Martinez se rend certainement sur le lieu d'un crime. Mais lorsqu'ils arrivent sur place, il n'y a pas de cadavre. Et tout à coup, bang! Un coup de feu. Prêt à tout pour son scoop, Juan se précipite vers la provenance du coup de feu. Il repère le meurtrier, mais se tient à distance. Le type était armé. Je ne voulais pas risquer ma vie. Il voit alors la victime. Mais ce n'est pas tout. Martinez est arrivé sur le lieu du crime avant que le meurtre ne soit commis. Comment savent-ils? La première chose qui m'a traversé l'esprit, c'est « Que se passe-t-il ici ?» On a refilé le tuyau au gars avant le crime. Juan file vérifier l'enregistrement de son mouchard. Écoute-moi très attentivement. Ça m'a choqué d'entendre cette conversation. C'était dingue. Martinez s'adresse à un tueur à gages. Je n'y croyais pas. Il les recrutait lui-même. C'est lui qui avait engagé ce tueur. J'étais scié. Martinez, maire et présentateur télé, l'homme le plus populaire de Saltillo, commanditait les meurtres d'escrocs à la petite semaine pour être le premier à annoncer la nouvelle. C'était comme un jeu pour lui. Il descendait les sales types, gagnait en popularité, et personne ne se faisait attraper. Juan achète le silence de la police. Quand Martinez arrive sur la scène de crime suivante, il ignore qu'il va faire la une cette fois pour lui. Qu'est-ce qui se passe? Martinez est arrêté et condamné pour une bonne douzaine de meurtres. Juan Pérez tient enfin son scoop. Tu sais pas qui je suis? Cette affaire a fait l'effet d'une bombe. Pour le coup, on ne pouvait pas faire les titres plus que ça. Mais je vous avoue que ça m'a mis mal à l'aise. C'était triste de voir cet homme tomber aussi bas. Cette histoire de maire aux mains sales fabriquant de l'indice d'écoute en commanditant des crimes mafieux est-elle vraiment arrivée? Vous devrez attendre la fin de l'épisode pour le savoir. Mais d'abord, écoutez cette mini-légende. Mini-légende numéro 5641. Le pote du soldat. À peine rentré d'Irak, Ed Juarez appelle ses parents pour leur demander s'ils peuvent héberger son ami grièvement blessé. Ses parents lui répondent qu'ils risquent de ne pas pouvoir s'occuper d'un double amputé. Le lendemain, la famille reçoit un appel épouvantable annonçant que leur fils s'est suicidé. Mais à la morgue, le père s'effondre. Il manque à la dépouille de son fils un bras et une jambe. L'ami dont il parlait n'était autre que lui-même. Le refus de ses parents l'a poussé à se supprimer. Vrai ou faux? C'est faux. Ce récit fait partie d'un mouvement de propagande anti-interventionniste qui a cours depuis un moment. Dans Légendes urbaines, nous vous racontons 3 histoires singulières. À vous de distinguer les épouvantables mais véridiques des grotesques et fausses. Vous avez suivi jusqu'ici le récit d'une poule apprivoisée offrant à son maître aveugle bien plus que de l'amitié. Et l'histoire d'un célèbre présentateur qui montait de toutes pièces ses exclusivités. Mais lesquelles de ces chroniques sont-elles vraies? La vérité vous sera dévoilée à la fin de l'épisode. Voici maintenant un dernier récit. Nous l'avons appelé «
la grande revanche. En tant qu'avocat de grands criminels, Harald Baumgartel défend des affaires parmi les plus tristement célèbres d'Allemagne. Je suis spécialisé dans la défense d'assassins, de violeurs et de trafiquants de drogue. Harald pensait avoir tout vu, mais en 2009, il se retrouve à plaider l'affaire la plus étrange de sa carrière. Je n'avais jamais entendu une telle histoire. C'est incroyable qu'elle ait pu se produire. Tout commence 10 ans plus tôt sous le soleil de Floride, où vit James Sanborn, conseiller financier. Willy et Roland vivaient là-bas l'hiver. Ils sont venus le solliciter comme conseiller fiscal. Sanborn convainc Willy Drescher et Roland Kasbah, tous deux retraités, d'effectuer chacun un placement de plus d'1 million d'euros. Mais ils vont avoir une très mauvaise surprise. Ils ont perdu leur argent en quelques semaines. William et Roland pensent s'être fait arnaquer et ils intentent un procès à leurs conseillers. Pendant 4 ans, ces retraités ont essayé de traîner M. Sanborn devant les tribunaux, mais il ne s'est jamais présenté aux audiences. À chaque fois, il prétextait être souffrant ou bien en déplacement. Mais en 2009, Willy et Roland ont du nouveau. Sanborn est enfin rentré chez lui. Ils décident de se faire justice eux-mêmes. À peine a-t-il ouvert qu'ils l'ont poussé à l'intérieur. Ils ont dit « Il faut qu'on parle de nos placements ». Il a répondu « Je n'ai rien à dire de plus. Cet argent est perdu et je ne peux pas vous le rembourser. » Va chercher le dossier vert. Va chercher le dossier vert, c'était le signal pour que Willy aille à la voiture et qu'il sorte le grand carton, le diable et le ruban adhésif qu'ils avaient apporté. Vous les répétez, je ne peux plus rien pour vous. Vous n'avez rien à faire ici. C'est ce qu'on va voir. Mais Willy et Roland ont un plan insensé. Qu'est-ce que vous faites? Laissez-moi! Ils ont entravé les mains et les jambes de M. Sanborn avec du ruban adhésif. Ils l'ont mis à genoux et l'ont emballé de force dans le grand carton. Je sais que c'est incroyable, mais ils ont réussi à descendre ce carton une marche après l'autre sur 2 étages avec M. Sanborn à l'intérieur. Sanborn est emmené dans la résidence d'été de Roland à 5 heures de route. Là, il n'est pas au bout de ses surprises. 3 autres personnes âgées qui ont perdu elles aussi leurs investissements se sont jointes au gang. Elles exigent d'être remboursées. Ces retraités savaient qu'il détenait un compte dans une banque suisse. Ils ont exigé qu'il donne à sa banque l'ordre d'effectuer un transfert d'argent vers l'Allemagne. Sanborn commence par leur refuser l'accès à son compte. Mais après plusieurs jours de séquestration, il cède. Pourtant, Sanborn a un plan de secours. Il a dit aux retraités « Je dois écrire une phrase codée sur l'ordre de virement, de sorte que le banquier comprenne que je suis bien le titulaire du compte. » Les retraités se méfient de ce soi-disant code, et ils ont raison. Dans ce message codé, il avait écrit « Appelez la police ». Sauf que les retraités l'ont lu sans réaliser que c'était un appel au secours de sa part. En allemand, police renvoie à police d'assurance, un terme courant en langage financier. Voilà pourquoi les retraités n'y ont vu que du feu. Santé! Pour eux, c'était la victoire. Mais 2 jours plus tard, l'argent n'est toujours pas arrivé. Ni la police. Le plan Sanborn a échoué. C'était un vendredi à 18h. Les banques étaient fermées. Il a admis, l'argent n'a pas été viré. Et là, il a eu peur de rester séquestré tout le week-end. Il a décidé de s'enfuir. Il a repéré quelqu'un qui pourrait sans doute le sauver. Martin Barch, le voisin de Roland. J'ai entendu une voix qui appelait au secours.
Mais l'histoire de son enlèvement sonne faux et Amburn passe pour fou. Il m'a complètement déconcerté. Sur le coup, je me suis dit, c'est sans doute quelqu'un de dérangé. Les retraités improvisent une explication plausible. Willy et Roland ont crié de loin. « C'est un cambrioleur, s'il vous plaît, retenez-le. Il faut qu'on appelle la police. Mais c'est à nous de le faire. » Martin Barche est voisin de longue date avec Roland, et il n'a aucune raison de douter de son ami. Mais la situation va se retourner contre les ravisseurs. Ils sont loin de réaliser que le message d'Amburn a bien été capté. L'enlèvement va s'achever de manière spectaculaire. Les forces d'intervention ont pensé trouver de dangereux criminels. Les hommes étaient stupéfaits. Ils ont dit « C'est incroyable, on est tombé sur 3 retraités entre 60 et 80 ans. » Mais le plus bouleversé est le voisin, Martin Barche, qui s'est involontairement rendu complice d'un crime. Une telle histoire ne se reproduira certainement plus jamais dans notre magnifique, propre et honnête Bavière. Mais ces papis du crime ont-ils réellement été floués? Ou bien est-ce vous qui vous êtes fait avoir? Le moment est venu de vous dire la vérité sur nos 3 incroyables histoires. D'abord, le récit d'Ed Robinson et de sa miraculeuse poule Toc Toc. Vrai ou faux? Je m'appelle Kimberly Robinson. Ed Robinson était bien mon grand-père et son histoire est authentique. Toc Toc a bel et bien attiré Ed sous un orage foudroyant qui lui a permis de recouvrer l'ouïe et la vue. Tous deux sont restés amis toute leur vie. Il y a eu ensuite l'histoire de Juan Pérez, le reporter mexicain qui découvre que son rival fabrique de toutes pièces ses scoops. Mais est-ce vrai ou faux? Vous avez eu droit à une histoire bien ficelée, mais je ne suis pas journaliste. Si ce récit vous a paru familier, c'est parce qu'un présentateur télé brésilien a déjà été accusé d'un crime semblable. Mais contrairement à notre journaliste imaginaire, il n'a jamais été condamné et ses forfaits n'avaient rien d'aussi sensationnel. Reste le terrible dérapage de nos papis justiciers. Vous êtes-vous fait manipuler en beauté ou non? Je m'appelle Harald Baumgartel. Cette histoire a bien eu lieu. Santé! Cette ahurissante histoire de retraités vindicatifs ayant décidé de se faire justice est absolument vraie. Ils ont été condamnés à une peine de prison, mais James Amburn est resté libre. Voici venue la fin de notre épisode. Avez-vous su faire la part des choses entre le vertueusement vrai et le ridiculement faux? Si ce n'est pas le cas, vous aurez toujours la possibilité de vous rattraper dans le prochain épisode de Légendes urbaines.